Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Sur les 104.5 Urban FM, on est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment tu vas ce matin? Ça va, Il y a la forme. Un peu fatigué, mais ça va. Pourquoi? Tu n'as pas bien dormi? Non, la nuit a été perturbée par avec les coupures d'électricité. Ouais, ça partait. Il faut activer un mode, le mode SCG. Si nous, les êtres humains, avaient les modes, ça devait être bien. Genre comme le mode avion. Non, je pense que... Mode silencieux. Non, le mode silencieux, ce serait bien pour les femmes. Non, je crois que maintenant, les gens, on commence à... René Ruth sort de là. À chercher à s'adapter. Je crois qu'il faut chercher à s'adapter, à trouver des solutions. Ça passe par des équipements avec des ampoules rechargeables. Des ventilateurs rechargeables. Rechargeables avec batterie. Et d'autres achètent des onduleurs, d'autres installent carrément des groupes. D'autres, on commence à passer au système B. Ouais. L'actualité internationale nous emmène où? On va parler de l'accélération en cours dans le bloc occidental. Il faut savoir que après l'attaque de la Russie face à l'Ukraine le 24 février 2022, on avait assisté d'abord à deux phénomènes. Le premier, c'était véritablement la consolidation du bloc occidental derrière l'Ukraine, emmenée évidemment par les États-Unis et l'Union européenne. Et puis deuxièmement, on avait vu un renforcement également de l'OTAN, avec voire même un élargissement de celui-ci. Il faut savoir qu'au cours des 3 dernières années, à l'issue de cette attaque russe sur le territoire ukrainien, on avait même vu l'OTAN s'élargir à 3 autres pays. On avait vu la Suède, le Danemark et la Finlande, qui n'étaient pas au départ, qui étaient des pays reconnus pour leur neutralité à l'époque de la guerre froide, mais qui justement avaient décidé de basculer dans la guerre froide. Ces pays-là, notamment par exemple la Norvège, parce qu'elle a à peu près 800 km de frontière avec la Russie, le Danemark et la Finlande, parce qu'elles partagent une frontière maritime avec la Russie. Donc ces pays-là avaient donc décidé de faire le grand pas, de sortir de leur neutralité et d'être et de s'intégrer dans l'organisation militaire qu'est l'OTAN. Et donc, pendant 3 ans, quasiment, on a assisté à une véritable union, une véritable alliance solide entre à la fois les Européens au sein de l'Union européenne, tous derrière l'Ukraine à l'exception de quelques pays, puisque depuis le début, il y a la Hongrie de Viktor Orban qui faisait un peu office de vilain petit mouton noir, qui a toujours été contre le fait qu'on applique des sanctions, le fait qu'on isole la Russie, le fait qu'on se coupe du gaz et du pétrole russe. Et donc ça, il avait toujours dit que les Européens devaient s'en mordre les doigts en quelque sorte. Et semble-t-il, il n'a pas eu tort. Maintenant, on a vu la Slovaquie avec à sa tête aussi un Premier ministre, M. Fico, qui lui aussi adopte les mêmes thèses que Viktor Orban. Et donc, petit à petit, on voit en quelque sorte aussi, on commence à sentir un revirement des opinions publiques, puisque dans 2 jours, il y aura les élections, donc dimanche en Allemagne, ces élections qui seront déterminantes pour la suite. Pourquoi? Parce que ce qui est sûr, c'est que Olaf Scholz ne sera plus chancelier. Il est trop bas dans les sondages. Ce qui est clair, c'est qu'il a déjà acté sa défaite. Et donc, celui qui est en tête des sondages, c'est le leader du CDU. C'est l'équivalent du centre-gauche allemand, c'est Friedrich Merz. Et celui-là, lui, il a certes une volonté de toujours soutenir l'Ukraine. Il estime même qu'il faudrait y envoyer des troupes, mais il est clair qu'avec l'arrivée de Donald Trump, cette volonté de vouloir aller encore plus loin dans l'aide à l'Ukraine sera certainement atténuée par le fait que déjà aussi, on a Donald Trump qui a déjà fait savoir qu'ils avaient l'intention de tout mettre en œuvre pour que la paix puisse s'appliquer le plus rapidement possible. Et donc cette paix-là devrait passer certainement par le fait que les Américains vont cesser d'aider financièrement et militairement l'Ukraine. Ils veulent mettre un terme à cette guerre qui leur coûte énormément d'argent et qui, de son point de vue, ne fait que renforcer l'axe entre Moscou et Pékin. Et donc, pour Donald Trump, il faut absolument y mettre un terme. Et donc, Frédéric Merz est conscient que
évidemment, ça va être très, très compliqué de continuer, surtout dans les années à venir, surtout avec un Trump à la Maison-Blanche, de penser qu'il va pouvoir obtenir ce soutien-là. Parce qu'il faut savoir que l'Allemagne, d'un point de vue militaire, d'un point de vue défensif, dépend totalement des États-Unis, en particulier. De l'OTAN, c'est les États-Unis. Les autres ne sont que des supplétifs, en réalité, des forces armées américaines dans cette organisation-là. Et donc, ça, et le fait que Donald Trump ait soutient ouvertement la leader de l'AfD, donc l'Alternative für Deutschland, qui est la principale organisation dite d'extrême droite, qui est créditée d'arriver aux alentours des 16-17%, donc arriverait en seconde place après le CDU qui est crédité d'à peu près 20% des suffrages. Donc ça, évidemment, ça laisse présager, ça va être difficile pour la CDU si l'AfD arrive en deuxième position, et surtout que l'AfD peut même arriver en tête. Ce n'est jamais arrivé depuis l'histoire de l'Allemagne post-Seconde Guerre mondiale qu'un parti d'extrême droite arrive au pouvoir, parce que depuis lors, si tu veux, les différents pouvoirs qui se sont succédés à l'Allemagne se sont toujours attelés à ce que des pays nationalistes, des partis nationalistes, des partis d'extrême droite ne puissent pas arriver en tête d'élection ou d'avoir même le droit de s'exprimer en fait dans la cité. C'est la raison pour laquelle J.D. Vance, le vice-président de Donald Trump, avait justement fustigé les Européens sur leur volonté d'empêcher que certains partis puissent avoir la possibilité de s'exprimer au nom d'un soi-disant cordon sanitaire. Et donc, pour toutes ces raisons-là, on va voir que les élections de dimanche vont être déterminantes pour la suite. Si c'est l'AfD qui arrive au pouvoir, ça ce sera encore catastrophique, puisque l'AfD a clairement fait savoir qu'elle veut sortir de l'Union européenne, un peu comme l'avait fait le Royaume-Uni il y a 3 ans. Et donc une sortie de l'Allemagne de l'Union européenne voudrait tout simplement dire la fin de l'Union européenne, parce que l'Allemagne est le moteur économique de l'Union européenne. Donc si l'Allemagne sort de l'Union européenne, c'est clair que elle ne pourra pas se relever à la fois d'un départ des Britanniques puis d'un départ de l'Allemagne, puisque, comme je l'ai dit, l'Allemagne, c'est véritablement le moteur économique de cette Union européenne-là. Et donc, toutes ces choses-là se font depuis l'arrivée d'un seul homme, c'est celui de Donald Trump à la Maison-Blanche. Et hier encore, 2 choses se sont produites. Il y avait une réunion virtuelle des ministres des Affaires étrangères du G7 en vue de préparer la prochaine réunion du G7 qui aura lieu du 15 au 17 juin prochain à Kananakis, c'est dans la province de l'Alberta au Canada. Et au cours de cette réunion, le communiqué final, si tu veux, le compte-rendu qui devait sanctionner les travaux de cette réunion, n'a pas pu être publié parce que, évidemment, les Américains ont demandé à ce que l'on retire l'expression « invasion russe » dans ce compte-rendu final-là. Les Américains estimant que, en réalité, ce n'est pas la Russie qui a attaqué l'Ukraine, mais c'est plutôt l'Ukraine qui a poussé la Russie à la guerre, qui a poussé la Russie à la confrontation militaire. On voit que là, véritablement, on a un changement à 180 degrés du positionnement américain qui avait toujours qualifié les Russes d'agresseurs, d'être les responsables de cette guerre. Là, sous Donald Trump, on voit clairement que les Russes ont changé, les Américains ont changé de fusil d'épaule. Pour eux, ce ne sont plus les Russes qui sont les méchants dans l'histoire, mais ce sont plutôt des Ukrainiens qui se sont laissés entraîner dans cette affaire par l'ancienne administration et par un certain nombre de leaders européens qui sont véritablement des va-t-en-guerre. Et cette situation, du point de vue des Américains, est beaucoup plus préjudiciable, non seulement pour les Ukrainiens, parce que ce sont eux qui se battent, ce sont eux qui ont des morts chaque jour, des milliers de morts depuis le début de ce combat-là, mais c'est surtout aussi le contribuable américain qui paye la facture. Et même si il faut quand même relativiser le fait que l'on dise que ce soit le contribuable américain, les Américains tirent beaucoup de profit de la guerre en Ukraine. Il faut savoir que, par exemple, l'essentiel de l'aide apportée à l'Ukraine, ce sont les Européens qui la fournissent. Quand on regarde l'aide globale en numéraire, l'Europe a fourni plus que les États-Unis depuis le début du combat. Mais il faut savoir que dans cette aide, il y a une partie financière qui permet de payer les charges de fonctionnement de l'État ukrainien et les autres qui permettent d'acquérir des armes. Et c'est là où les Américains tirent leur
épingle du jeu, puisque toutes les armes qui sont achetées et qui sont envoyées en Ukraine par les Européens sont achetées exclusivement aux États-Unis. Donc, on voit bien que le narratif qui consiste à dire que les Américains payent la facture, c'est quand même à énormément relativiser. Et donc, on voit bien que ce changement de position des Américains, on se rappelle aussi qu'avant-hier, le président américain avait employé, moi je dirais, des mots extrêmement durs à l'égard de Volodymyr Zelensky. C'était la première fois qu'on entendait un président américain parler aussi durement du président ukrainien. Il a expliqué que Volodymyr Zelensky était un dictateur sans légitimité et que celui-ci était au plus bas des sondages, environ 4%, et que si on avait une élection aujourd'hui, Zelensky perdrait, que l'Ukraine a perdu 20% de son territoire, ce qui est vrai, et qu'il y a des milliers de morts du côté des Ukrainiens. Ça aussi, c'est vrai. Et donc, cette position, c'est dans cette situation-là où on a un président américain très offensif et qui a aussi, j'en avais parlé ici, renoué officiellement le contact avec la Russie. D'abord, un appel téléphonique, puis les 2 ministres des Affaires étrangères américains et russes qui se sont rencontrés à Riyad. Derrière, on sait déjà un peu plus ce qui pourrait faire l'objet des discussions lors de la prochaine rencontre. Ça, c'est déjà acté entre Donald Trump et Vladimir Poutine à Riyad, en Arabie Saoudite. C'est 1, la levée des sanctions. 2, la mise en place d'un véritable cessez-le-feu. Est-ce que ce sera un gel, ou bien est-ce que ce sera un cessez-le-feu, ou bien ce sera un véritable accord de paix. Puis, discuter du fait que, l'Ukraine n'entrera jamais dans l'OTAN, ça, Donald Trump l'a déjà bien expliqué, et également Pete Hegseth, son secrétaire d'État à la Défense, l'a fait savoir, et je crois que les Ukrainiens ont déjà accepté cette réalité-là. Maintenant, ce qui concerne l'entrée dans l'Union européenne, il faut savoir que de plus en plus de partis, même au sein des pays membres de l'Union européenne, commencent ouvertement à refuser même l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne parce qu'ils estiment que, l'Union européenne n'en a pas les capacités, parce que pour intégrer l'Union européenne, il faudrait respecter un certain nombre de critères économiques, des critères en matière de gouvernance, des critères en matière de lutte contre la corruption, etc. Et pour beaucoup de partis européens, l'Ukraine est loin de ces standards-là. Et donc, il ne faudrait pas y intégrer, il ne faudrait donc pas intégrer l'Ukraine dans l'Union européenne, alors que Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission, souhaite même une accélération de l'intégration de l'Ukraine au sein de l'Union européenne. Donc, on voit que depuis la prise de fonction le 20 janvier dernier de Donald Trump, en changeant uniquement la position des États-Unis, on voit qu'il y a comme une espèce de château de cartes qui est en train de s'ébranler, et ça crée une onde de choc qui est en train de se propager sur l'ensemble de l'Union européenne, sur l'ensemble du camp occidental, sur l'ensemble même vers les opinions des pays qui avant soutenaient l'Ukraine, où on commence à avoir une remise en question sur la lutte. Est-ce qu'il est encore nécessaire de continuer d'aider l'Ukraine, tout en sachant que l'Ukraine, ne va jamais récupérer les territoires déjà conquis par les Russes. 2, les frontières de l'Ukraine ne vont jamais revenir à celles d'avant 2014, donc récupérer la Crimée. Troisièmement, si les États-Unis se retirent, il est clair qu'il sera très très difficile de continuer à soutenir l'Ukraine, même si, on le sait déjà, Emmanuel Macron et Keir Starmer vont s'envoler lundi et jeudi prochain pour les États-Unis pour rencontrer Donald Trump, pour à peu près les mêmes raisons, mais pas avec les mêmes arguments. Donald Trump et Keir Starmer, certes, vont venir discuter des garanties de sécurité qu'il faudra apporter à l'Ukraine après qu'il y ait un cessez-le-feu ou un accord de paix. Mais pour les Français, il s'agira de voir dans quelle mesure est-ce que les Américains pourraient quand même aider d'un point de vue de la logistique, d'un point de vue du renseignement, les troupes européennes qui seraient chargées de veiller à la mise en œuvre de ces garanties de sécurité. Or, pour Keir Starmer, il faut aller plus loin. Il faut que les Américains continuent de rester, non pas seulement d'un point de vue logistique ou d'un point de vue militaire, du renseignement. Il faudrait que les Américains, d'un point de vue aussi politique et financier, continuent à être engagés vis-à-vis des Européens
pour la concrétisation de ces garanties de sécurité-là. Or, pour les deux cas, pour l'instant, Emmanuel Macron en est totalement opposé. Lui veut se débarrasser du dossier ukrainien comme il avait fait en 2019 pour le dossier afghan. Il était parti à Doha, il avait négocié avec les talibans directement sans contacter le gouvernement à l'époque qui était au pouvoir à Kaboul. Et donc ça, c'est pour les Européens, il semblerait que ce sera la même méthode qu'il voudrait employer. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on voit déjà, depuis le 20 janvier, un véritable bouleversement, non seulement dans le dossier ukrainien, mais qui entraîne aussi des bouleversements dans les relations transatlantiques entre les États-Unis et l'Europe. Et maintenant, on va voir comment est-ce que les Européens vont essayer de tirer leur épingle du jeu. Voilà, de se battre pour non seulement essayer de trouver une alternative au City américain, mais ça va être extrêmement compliqué tant c'est quand même 80 années de partenariat extrêmement dépendant vis-à-vis des États-Unis. Et donc tout ça, évidemment, dans un contexte où l'Union européenne aussi pourrait être menacée avec les résultats des élections en Allemagne qui auront lieu dimanche prochain. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans l'UDA Fresh Morning, le réveil matinal, le plus de la capitale sur la radio, la plus de la capitale en... Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.